En 47 après Jésus-Christ, l'empereur Claude conquiert brillamment la légendaire Bretagne. Il s'agit de la première tentative d'invasion de l'île depuis Jules César, un siècle plus tôt. Mais adeptes de rites sanglants et menés par un prince guerrier charismatique, les farouches insulaires entraînent Rome dans une guérilla interminable. Près de 40 ans plus tard, en 84 après Jésus-Christ, l'empereur Domitien doit affronter les barbares à ses frontières et les traîtres de son sénat, avant qu'une conspiration n'intervienne dans la destinée de Rome et que l'empereur Trajan ne finisse brutalement ce que Domitien avait commencé. Rome, 80 après Jésus-Christ. En cette fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain consolide son assise. L'armée est forte, les victoires se succèdent, Rome prédomine. Rome entre dans une période très prospère qui durera environ 150 ans, jusqu'au milieu du IIIe siècle, où elle commencera à connaître de graves problèmes. Mais pour l'heure, c'est le début d'une période faste. Rome s'est étendue, mais autour de cet espace civilisé, les tribus barbares de Germanie et de Dacie, l'Allemagne et la Roumanie actuelle, résistent à la domination romaine. Les plus gros problèmes viennent des Daces. Leur roi, Décébal, s'emploie à courtiser les tribus voisines, leur offrant esclaves et or en échange de leur allégeance contre Rome. Il cherche à conclure des alliances au nord et y parvient. Et il forme également des alliances à l'est. Il devient de plus en plus puissant. Et les Romains n'aiment pas ça. Les Romains n'ont jamais aimé ça. Les manœuvres de Décébal mettent à mal la stratégie romaine visant à maintenir les tribus barbares divisées et faibles. Les Romains abordaient les tribus vivant au-delà de ces deux frontières en les dressant les unes contre les autres. Ils les manipulaient pour qu'elles ne s'unissent jamais contre Rome. Et ils cherchaient aussi à éviter qu'une de ces tribus ne vainque les autres et devienne suffisamment puissante pour constituer une menace. Décébal scelle ses accords contre Rome au moment où celle-ci connaît une transition impériale difficile. Domitien, patricien inexpérimenté, est sur le point de monter sur le trône. Son frère, l'empereur Titus, est sur son lit de mort. C'est là une situation que personne n'avait anticipée et à laquelle Rome n'est nullement préparée. Titus et Domitien étaient en conflit. Titus meurt de la peste en l'an 81 et des rumeurs prétendront que Domitien l'a empoisonné pour s'emparer du pouvoir impérial. À en croire le biographe du IIe siècle Suétone, le règne de Titus, empereur populaire, a duré 2 années dont Domitien a exécré la moindre minute. Domitien n'avait de cesse de clamer que lui et son frère auraient dû diriger Rome ensemble, mais que le testament de son père avait été falsifié. Et quand Titus fut atteint d'une grave maladie, Domitien ordonna qu'il soit déclaré mort avant même qu'il n'ait rendu son dernier soupir. La puissance de Rome repose sur sa capacité à écraser tous ceux qui défient l'Empire. Afin de prouver qu'il est aussi digne de régner que son frère et que son père, Domitien doit gagner sa légitimité sur le champ de bataille. En l'an 83, il mène ses troupes vers les frontières germaniques situées le long du Rhin et du Danube pour y faire une démonstration de force. Domitien n'est pas seul pour mener cette guerre contre les barbares. Il est accompagné d'un commandant en chef à qui manque à la fois le statut et l'expérience. Un homme qui ne pourra jamais constituer une menace à son égard, Cornelius Fuscus. L'homme le plus à même de menacer l'empereur, c'est-à-dire l'homme qui commandait les troupes de Rome,
était d'un rang trop peu élevé pour constituer un candidat au trône sérieux. Pour un empereur, c'était un moyen de se protéger. Domitien a choisi une cible facile, un peuple de barbares germaniques mal préparés et sous-armés. Les empereurs entamaient souvent leur règne par une campagne militaire, en particulier lorsqu'ils se sentaient en position fragile. On peut supposer que Domitien, qui n'était guère apprécié, ait voulu consolider ses liens avec l'armée. Dans un tel cas de figure, une attaque contre un ennemi mal préparé constituait une bonne option. Les Germains subissent une défaite cinglante et Domitien, vantant les mérites de ses légions victorieuses, augmente la solde de ses légionnaires de 25% et s'octroie un nouveau titre honorifique, Germanicus, vainqueur des Germains. Tandis que Domitien assure sa promotion, un jeune militaire appelé Trajan assoit calmement son autorité sur la frontière du Rhin, imposant le respect par ses qualités de chef plutôt que par la violence. C'est un homme d'ambition et de patience. Son père s'était illustré dans plusieurs campagnes sous Vespasien. Il venait d'une famille sénatoriale et son père avait été le premier consul de sa lignée. Il ne faisait pas partie du haut du panier de la classe sénatoriale. On peut donc dire que Trajan avait des origines relativement modestes. Trajan sert Rome fidèlement en attendant l'opportunité de faire ses preuves vis-à-vis du nouvel empereur. Mais au nord, dans leurs ateliers de fabrication d'armes, les Daces martèlent sans relâche le métal de leurs épées et de leurs lances pour garnir l'armurerie de leur roi Décébal. Il sait qu'un conflit avec Rome approche. Son peuple doit être prêt et bien armé. L'historien Cassius Dion nous livre son portrait. Avisé dans sa conception de la guerre et habile dans sa manière de la mener, Décébal attaquait au bon moment et savait quand battre en retraite. C'était un expert en matière d'embuscade et un maître de la bataille rangée. Il savait non seulement comment tirer le meilleur parti d'une victoire, mais aussi comment gérer une défaite. Les Romains mis à part, les Daces étaient peut-être la civilisation la plus avancée du monde méditerranéen. De toute évidence, ils constituaient une menace sérieuse. Les Daces se regroupent autour de leur chaman pour purifier les outils qui seront utilisés lors d'un rite sacré. Leur dieu Zalmoxis va leur dévoiler leur destin. L'historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, décrit leur pratique. Une fois tous les 5 ans, ils tirent au sort l'un d'entre eux et l'envoient à la rencontre de Zalmoxis. Ce messager a pour mission de lui faire part des besoins de son peuple. Si le messager succombe au coup, ils estiment que les dieux leur sont favorables. Mais si le messager ne meurt pas, il est jugé coupable de leur infortune. Aujourd'hui, le messager a voyagé jusqu'à Zalmoxis pour solliciter une victoire contre Rome. Les Daces n'en veulent pas moins. Sans préavis ni provocation, les Daces font des raids dans la province romaine de Mésie. Les marchés de Mésie regorgent des richesses de la région. Les fruits de ses vergers, les céréales de ses champs, les poteries de ses habiles artisans et l'or de ses mines, importante source de métal pour la fabrication des pièces de monnaie romaine. Profitant du manque de vigilance de Rome de ce côté de la frontière, les Daces lancent des attaques qui prennent la province au dépourvu. Ils saccagent, pillent et massacrent quiconque tente de les arrêter, y compris le gouverneur de la province. On ne sait pas exactement pourquoi, en 84, ils ont attaqué la Mésie. Quel était le but de cette incursion? Ce territoire leur avait longtemps appartenu, du moins une partie de la Mésie, et il est possible qu'ils aient voulu reconquérir ces terres perdues. Ou peut-être voulaient-ils juste piller une région où ils avaient noté des faiblesses qui pouvaient être exploitées.
Mener cette guerre de l'autre côté du Danube était un moyen de promouvoir une élite de guerriers. Et Décébal était arrivé au pouvoir de cette façon. En d'autres termes, faire la guerre aux Romains était le meilleur moyen d'amener l'aristocratie à prédominer politiquement. Tandis que les frontières romaines subissent ces outrages, l'inexpérimenté Domitien doit commencer à rassembler ses troupes. En représailles au raid des Daces sur la Mésie et au meurtre de leur gouverneur, les Romains envoient Cornelius Fuscus et sa légion. Les Daces multiplient leurs attaques. En frappant la Mésie, c'est non seulement l'autorité romaine qui est mise à mal, mais aussi le prestige personnel de l'empereur. Face au meurtre d'un de ses gouverneurs, Domitien ne peut pas rester sans réagir. Il a confié les responsabilités à un successeur, Cornelius Fuscus, en espérant qu'il réglerait le problème. Le souci, c'est que Cornelius Fuscus était un homme qui aimait prendre des risques inutiles. Domitien aussi prend des risques. En nommant un homme qui n'est pas issu de la classe sénatoriale, il défie ouvertement le Sénat romain. Les Daces ont affronté Fuscus et lui ont infligé une terrible défaite. Il y a laissé la vie, le gros de son armée a été anéanti et ses étendards saisis. C'est un revers monumental pour les Romains. Rome paie les erreurs de jugement de Domitien avec le sang de ses légionnaires. Mais les guerres ont aussi d'autres coûts. Les Romains fortunés vont devoir financer la coûteuse armée de Domitien. Comme l'a décrit Suétone, l'empereur ne recule devant rien pour remplir ses coffres. Manquant d'argent en raison du coût des bâtiments, des spectacles et des augmentations accordées aux militaires, Domitien recourut avec enthousiasme à toutes sortes de vols. Il utilisait le moindre motif pour saisir la propriété des vivants et des morts, et c'est ainsi qu'il devint une source de terreur et de haine pour tous. Pour tous, sauf pour l'armée romaine, dont Domitien a acheté la loyauté. Après la mort de Fuscus, un nouveau général est nommé. Domitien déploie ses troupes le long de la frontière jusqu'à Tapae, en Dacie. Aujourd'hui plus que jamais, l'empereur doit vaincre Décébal pour sauver l'honneur de Rome. Pour ce faire, il fait appel à des troupes auxiliaires, des alliés étrangers payés pour combattre avec Rome. Rome doit faire quelque chose, car il ne s'agit pas simplement de la perte de 2 gouverneurs. C'est une question de prestige national. Ils ne peuvent pas subir ces raids éclairs, d'autant que tuer 2 gouverneurs va plus loin qu'un simple raid, et ne rien faire. Il faut absolument régler le problème Décébal. Et quand les forces romaines et daces s'affrontent de nouveau, Rome est bien déterminée à régler la question une fois pour toutes. Les Daces ont la réputation d'être de farouches combattants, mais l'armée romaine, épaulée par des troupes auxiliaires composées d'alliés barbares, ne reculera pas. Pour les Daces, affronter les Romains était une expérience terrifiante. Non seulement ils combattaient une armée professionnelle qui faisait étalage de ses capacités et de son organisation à tout instant, mais en plus, ils étaient face à des troupes auxiliaires qui avaient des façons de se battre qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Ils n'avaient jamais rencontré de gens ressemblant à cela, s'habillant comme cela ou se battant comme cela. Et du coup, ils vivaient une expérience absolument terrifiante sur le champ de bataille. Jusqu'à ce que enfin Décébal et les Daces soient vaincus et battent en retraite. Mais le cours des événements ne permettra pas à Domitien de tirer pleinement profit de son ascendant sur les Daces. Pendant qu'il est accaparé par Décébal et les Daces, un gouverneur romain de Germanie profite de l'occasion pour se rebeller. Domitien envoie le jeune et loyal commandant de Légion Trajan pour restaurer l'ordre. La révolte est écrasée et le chef rebelle capturé.
Le problème intérieur auquel Domitien a dû faire face en 89 était dû au mécontentement de l'un de ses commandants et ses légions ailleurs en Europe. Il s'agissait du général Saturninus, qui se serait apparemment déclaré empereur pendant que Domitien était absorbé par les guerres d'As. En aidant à mater la rébellion de Saturninus, Trajan gagne la reconnaissance de l'empereur. Pour le récompenser, Domitien l'a fait consul en 91. Et ensuite, on lui a confié 2 postes de gouverneur militaire le long de la frontière qui nécessitaient de grandes compétences et mettaient entre ses mains de lourdes responsabilités. Les problèmes militaires et politiques de Domitien vont offrir à Décébal une manne inattendue. Domitien, dirigeant pour le moins médiocre, se sent vulnérable en raison des dissensions couvant dans ses rangs et de la férocité de la résistance d'As. Cherchant à apaiser et à contrôler ses ennemis vaincus, Domitien envoie un messager en territoire d'As pour conclure un traité dispendieux avec le roi guerrier, un signe de faiblesse et de lâcheté. Chaque fois qu'un chef militaire conclut un accord avec un ennemi pour autre chose qu'une victoire totale, systématiquement des voix s'élèvent pour assimiler cela à de la lâcheté, de la faiblesse vis-à-vis de l'ennemi. C'est encore le cas de nos jours. Dans les années 1990 et au début de la décennie, certains ont fait ces mêmes reproches à George Bush pour avoir laissé Saddam Hussein au pouvoir après la première guerre du Golfe. Selon l'historien Cassius Dion, cet étrange revirement voit Domitien offrir son butin de guerre à l'ennemi qu'il a vaincu. Domitien offrit d'importantes sommes d'argent à Décébal, ainsi que des artisans venus de tous les métiers se rapportant à la paix comme à la guerre. Il s'engagea également à continuer de verser de grosses sommes d'argent. Domitien dilapide la richesse de Rome pour s'attacher la loyauté d'un barbare. Il a été contraint de passer un marché qui lui était très défavorable et au détriment de sa réputation, il a dû payer tribut aux Daces. Il leur a également envoyé des ingénieurs, des techniciens et en définitive, il a jeté les fondations de la résurgence d'As. En l'an 89, l'empereur Domitien va continuer d'exhiber la faiblesse romaine avec une autre entreprise hasardeuse. Pensant démontrer la toute-puissance de Rome, il attaque un autre peuple barbare implanté de l'autre côté du Danube. Mais Domitien sous-estime ses opposants et envoie trop peu de troupes. Domitien estimait qu'il ne l'avait pas suffisamment soutenu durant les premières phases de la campagne de Dacie. Et il a attaqué ces 2 tribus en représailles, pensant que ce serait une opération rapide et facile. Rome subit des pertes humiliantes. Durant cette période, Domitien est pris dans une spirale négative. Non seulement il paie Décébal, mais en plus des rumeurs prétendent que sa victoire sur les Germains est une fausse victoire et qu'il achète des perruques blondes et habille des gens en germain pour les exhiber dans les défilés. Domitien est vraiment dans une mauvaise passe. Et les ennemis de Domitien ne sont pas tous derrière les frontières. Domitien tuait ses proches avec une régularité impressionnante. De plus, dans ce qui semble avoir été des accès de dépit, il prétendait découvrir des complots au sein du Sénat. Et cela aboutissait à des purges de l'élite sénatoriale. En l'an 93, Domitien se proclame Dominus et Deus, Seigneur et Dieu. Il est devenu imprévisible, vindicatif et dangereux. Tous ceux qui gravitaient autour de lui se sentaient continuellement menacés. Et ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un se décide à le tuer avant d'être tué. Aussi longtemps que Domitien vivra, aucun membre de son entourage ne sera à l'abri. D'après le biographe Suétone, son épouse Domitia, aidée de son intendant Stéphanus et de quelques autres, décide de prendre les devants.
Alors que les conspirateurs débattaient de quand et comment attaquer Domitien, au bain ou lors du dîner, Stéphanus, l'intendant de Domitia, offrit son aide. Pour ne pas attirer les soupçons, il enveloppa son bras dans des bandages qui feraient croire qu'il s'était blessé et y cacha une dague. Au moment de son assassinat, le 18 septembre 1996, il est détesté par sa femme Domitia, détesté par divers courtisans et esclaves affranchis, et le Sénat ne l'apprécie guère. Personne n'aime Domitien à cette époque. Il est donc possible que la conspiration ait été menée conjointement par la maison impériale et différents membres du Sénat. Le plan est sur pied, l'heure est venue de le mettre en application. Domitien n'a rendu de compte à personne et s'est fait détester de tous. En s'aliénant les alliés de Rome et en dilapidant ses richesses, il s'est mis en danger de mort. Le biographe romain Suétone raconte comment Stéphanus, serviteur en qui Domitien avait confiance, a joué sur les peurs de l'empereur pour l'approcher. Ayant sollicité une audience à l'empereur afin de lui faire part d'un complot en cours, Stéphanus lui remit un rouleau contenant de fausses preuves et le poignarda pendant qu'il lisait. En entendant le tapage, les gardes se ruent à l'intérieur. Trop tard pour sauver Domitien, trop tôt pour que Stéphanus s'échappe. Domitien n'a que 45 ans au moment de son assassinat. Il a régné 15 ans. L'assassinat de Domitien apparaît comme une conspiration venue de l'intérieur de la maison impériale, du moins à l'origine. Il a été assassiné par des membres de sa cour et dans son palais. Les coupables semblent désignés d'avance, mais nous avons des raisons de croire qu'il y avait autre chose. Après la mort de Domitien, le Sénat pousse son avantage, selon l'historien Suétone. Le peuple reçoit la nouvelle de la mort de Domitien avec indifférence. Mais les militaires sont endeuillés et essaient même de le rebaptiser le dieu Domitien. Les sénateurs, quant à eux, exultent et s'empressent d'insulter la mémoire de l'empereur défunt. Ses statues sont abattues, son nom est enlevé des bâtiments au burin et ses portraits sont détruits en public. Le Sénat ne tarde pas à nommer un nouvel empereur. Juste après l'assassinat, le Sénat de Rome a offert la place d'empereur à l'un de ses membres, un homme appelé Nerva, qui était âgé, sans enfant et sans grand passé militaire. Les raisons de ce choix sont perdues dans les arcanes de l'histoire. Le Sénat a proclamé Nerva empereur avec une rapidité suspecte. C'était un excellent candidat de compromis si vous cherchiez un empereur qui convienne au plus grand nombre. Il était vieux, il avait une santé fragile, pas de fils, et en gros, il devait garder la place pendant que d'autres réfléchiraient à ce qu'il voulait vraiment faire. Nerva sait que son rôle n'est que temporaire, mais il compte bien le faire durer le plus longtemps possible. Pour ne pas avoir à abdiquer ou se faire assassiner à cause de son emprise sur l'armée, il a pris un co-empereur, un homme qui lui apportait les qualités qui lui manquaient, en particulier le respect de l'armée. Après moins d'un an, Nerva adopte le général Trajan qui devient son héritier et le nomme co-empereur. L'histoire ne dit pas si Trajan fut impliqué dans l'assassinat de Domitien. On ne peut pas affirmer que Trajan était impliqué. Il est probable qu'il ait été au courant, mais cela ne veut pas dire qu'il ait participé. Il est possible qu'il ait été au courant, qu'il se soit dit qu'il ne pouvait rien y faire et qu'il fallait l'accepter. 3 ans plus tard, en l'an 98, Trajan est difficile à reconnaître lorsqu'il se présente aux portes de Rome, à pied et en tenue civile. Il vient pour être proclamé empereur unique, suite à la mort naturelle de Nerva. Après que les gardes l'ont reconnu, il est accueilli en héros. Quand Trajan arrive à Rome, tout le monde est ravi.
C'est un empereur plutôt jeune et désireux de collaborer avec le peuple et le Sénat pour gouverner l'Empire. C'est le début d'une nouvelle ère. D'emblée, il est évident que Trajan est tout ce que Domitien n'était pas. L'historien Pline le Jeune célèbre l'arrivée glorieusement modeste du nouvel empereur. Votre façon d'entrer suscita l'admiration et la surprise, car vos prédécesseurs avaient choisi d'avancer non pas même sur un char tracté par 4 chevaux blancs, mais, dans leur orgueil démesuré, juchés sur les épaules des hommes. La majesté seule de votre physique vous élevait au-dessus de nous. Il respectait les groupes qui comptaient, et tout particulièrement les groupes qui écrivaient l'histoire. C'est pour cela que Trajan est passé à la postérité comme un aussi bon empereur. Trajan hérite de l'humiliant et coûteux traité avec les Daces. Grâce à Domitien, en échange de la paix, ces barbares ont droit aux armes romaines, accueillent les déserteurs romains et reçoivent chaque année une part conséquente de la richesse de Rome. Trajan ne peut le tolérer. Trajan, et beaucoup pensaient comme lui, voyait la défaite que les Daces avaient infligée à Domitien, ou du moins le traité qu'il lui avait imposé, comme un affront fait aux Romains. Il y avait une profonde envie de réparer cette situation. Trajan ne reste pas longtemps à Rome. Avec 9 légions romaines et des troupes auxiliaires, il fait route vers le Danube pour régler les comptes. Trajan érige des fortifications à la frontière en prévision d'un conflit durable le long du Danube. Avant d'affronter les Daces, il veut construire des infrastructures de soutien pour ses troupes. Ce n'est qu'alors, selon l'historien Cassius Dion, qu'il sera prêt à réparer les dégâts causés par Domitien et à laver l'honneur de Rome. Ils savaient ce qu'ils avaient fait par le passé et étaient ulcérés par les sommes d'argent qu'ils recevaient chaque année. Il avait également noté que leur puissance et leur fierté s'accroissaient. Mais la vengeance n'était peut-être pas la seule motivation de Trajan. De nombreux motifs sont susceptibles d'avoir poussé Trajan à attaquer Décébal. Peut-être était-ce une question de vengeance et d'honneur national, peut-être que le nouvel empereur voulait gagner en prestige, en autorité et consolider sa position en faisant la guerre, ou peut-être était-ce un peu des deux. Cette campagne est une entreprise colossale. Trajan passe une année de préparatifs à construire des forts, des routes et des ponts. C'est une région très difficile à pénétrer pour les Romains. Et de nombreux travaux doivent être menés préalablement afin de traverser le Danube. Il y a beaucoup de gorges étroites, etc. En 101 après Jésus-Christ, Trajan est prêt. La réputation de chef militaire talentueux de Trajan l'a précédé. Et le roi Décébal veut annihiler ses efforts en s'assurant qu'il n'en tirera pas profit. Pour éviter que le trésor Dace ne tombe entre les mains des Romains, Décébal enterre ses richesses dans un lieu que lui et son bras droit, Bécilis, sont seuls à connaître. La Dacie était une région plutôt riche. Si Rome devait s'étendre, la Dacie apparaissait comme un choix naturel. Il y avait suffisamment de ressources pour que cette campagne soit, sinon profitable, du moins autofinancée. Si l'on admet que Trajan avait des ambitions de conquête et des ambitions pour lui-même et pour son État, il était naturel qu'il se tourne vers la Dacie. En l'an 101, les Daces savent que leurs années de paix touchent à leur fin. Beaucoup s'enfuient pour sauver leur vie. Bien que les Daces aient déjà combattu les Romains, cette fois les choses sont très différentes, à en croire l'historien Cassius Dion. Ayant eu vent des progrès de Trajan, Décébal prit peur. Il savait très bien que dans le passé, ce n'étaient pas les Romains qui l'avaient vaincu, mais Domitien. À présent, il allait devoir se battre à la fois contre les Romains et contre l'empereur Trajan. Les familles partent vers des terres plus sûres,
consciente que cette fois, il n'y aura pas de négociation. Trajan a toujours été réputé pour voyager avec ses troupes et pour endurer certaines des rigueurs que ses hommes enduraient. Je pense que c'est ce qui lui a valu l'affection des soldats qui servaient sous ses ordres. Il appréciait à sa juste valeur la lutte que menaient ses hommes et il souhaitait en assumer sa part. À présent, cette lutte va mener les troupes romaines en Dacie. Trajan a réconcilié le Sénat et l'armée. Maintenant, pour l'honneur de Rome et sa gloire personnelle, il s'apprête à affronter les Daces à Tapae. Désormais, Décébal connaît bien les tactiques romaines. Et il s'y entend aussi pour s'acoquiner avec les ennemis de Rome. Décébal s'est employé à construire des alliances non seulement avec les peuples étrangers, mais aussi parmi ses nobles. Et il a constitué une redoutable force armée, mais pas aussi redoutable que celle des Romains. Cependant, ils sont organisés et suffisamment puissants pour battre les Romains à certaines occasions. Il ne faut pas le perdre de vue. Mais ce ne sera pas suffisant et Décébal le sait. Vacillant, il va jusqu'à transmettre à Trajan une demande de paix. Trajan la rejette. L'empereur veut une victoire totale. Et à n'importe quel prix, comme l'écrit l'historien Cassius Dion. Trajan engagea le combat. Il vit de nombreux blessés dans son camp et tua de nombreux ennemis. Et quand il n'eut plus de bandage, on dit qu'il découpa sa tunique en bandelettes. Les guerriers daces préfèrent la mort à la capture. Et ils traitent leurs prisonniers avec une cruauté ignoble. Les prisonniers romains sont remis aux femmes, qui les humilient, les torturent et pour finir les exécutent. Trajan finit par triompher de Décébal et soumet le barbare à Rome. Le roi vaincu doit restituer tout ce qu'il a gagné des précédents traités et prêter serment d'allégeance. Cassius Dion décrit les termes du traité. Décébal s'engagea à contre-cœur à rendre les armes, à livrer les déserteurs, à démolir les forts, à se retirer des territoires conquis et en outre à considérer comme ennemis ou alliés les mêmes personnes que les Romains. Avec l'acceptation du traité, Trajan a transformé un ennemi farouche en allié et peut rentrer en Italie la tête haute. Mais le traité ne mène pas au résultat escompté. Il n'a pas coupé court aux ambitions débordantes de Décébal, pas plus qu'il ne pourrait lui faire oublier sa connaissance de la technologie romaine. Il ne faut pas se fier aux Daces. Privés d'armement romain, ils brisent leur serment en fabriquant leurs propres armes et en constituant des arsenaux. Forts de leurs lames fraîchement aiguisées et de leur fierté retrouvée, les Daces bravent de nouveau Rome et étendent leur territoire. On ne sait pas clairement ce qui a poussé Décébal à rompre le traité. Sans doute était-ce inéluctable. Décébal avait certainement compris qu'une nouvelle guerre avec Rome serait inévitable. La région était trop petite pour ces deux peuples et il a choisi d'attaquer le premier. Il a accueilli des déserteurs, opéré des manœuvres menaçantes. Il espérait sans doute qu'il pourrait prendre l'initiative et s'emparer de territoires. C'est pour cela qu'il a anticipé une attaque de Trajan qu'il jugeait inévitable. Pendant que Décébal reconstruit sa machine de guerre en Dacie, Trajan quitte l'Italie pour la saboter. Là où Décébal s'en remet à la force, Trajan emploie la diplomatie. Il courtise les Cades, les Marcomanns et d'autres barbares favorables aux Daces, mais attirés par la richesse de Rome. En les ralliant à la cause romaine, Trajan prive Décébal de combattants. Si Décébal veut cette guerre, il devra la livrer seul. Décébal a géré le conflit avec Rome de façon très habile, mais Trajan a répondu de façon tout aussi habile. Il s'est adjoint toutes les petites tribus proches du royaume d'As.
Décébal est acculé à cette période et ses alliés s'agitent. Ils veulent le quitter et font des avances aux Romains. Décébal sait à coup sûr qu'il est dans une situation dramatique. En l'an 106, Trajan emploie les grands moyens et mène ses troupes vers le centre politique du royaume d'As, Sarmizegetusa, dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Derrière les murs de la ville fortifiée, soldats et civils se préparent à l'attaque romaine. Les Daces mettent tout leur espoir dans leur solide fortification et leur puissante armée. Mais si les Romains parviennent à entrer, les civils se tiendront prêts. Armés de torches, ils mettront le feu et ne laisseront rien aux Romains. Et pour ce qui est de même, un poison a été préparé, afin qu'aucun Dace, homme, femme ou enfant, ne soit capturé et réduit en esclavage par les Romains. S'ils sont vaincus, ils se rejoindront tous dans la mort. Pour atteindre la capitale Dace, Trajan doit se défaire des forces qui défendent la route menant aux portes de la cité. C'était une grande place fortifiée très difficile à prendre. Les Romains ont dû progresser très lentement, en s'emparant des places les unes après les autres et en subissant de très lourdes pertes. La lutte a été acharnée. Une porte impénétrable fait obstacle à la volonté de fer de Trajan. Les Daces se sont battus de toutes leurs forces pour empêcher les Romains d'arriver aux portes de Sarmizegetusa. Les équipements des Daces étaient moins bons, mais ils se battaient pour leur patrie. Ils occupaient de très bonnes positions et leur capitale était une immense place forte. Les combats ont été terribles. Les efforts romains sont payants. Leurs forces pénètrent dans la cité. Mais les Daces, préférant la mort à la défaite, se sont empoisonnés après avoir mis le feu. Décébal, encerclé par des légionnaires romains, refuse d'être pris vivant. En revanche, son aide de camp Bicilis supplie d'être épargné et se laisse capturer. Mais le plus beau trophée sera la tête de Décébal. Les légionnaires décapitent le roi vaincu. Plus tard, ils l'exhiberont en défilant dans les rues de Rome. C'était la première grande victoire militaire d'un empereur régnant depuis l'époque d'Auguste et de Jules César. C'était une réussite remarquable. La victoire apporte aussi des profits matériels. Bicilis mène les Romains au trésor de son roi. Trajan a récolté des quantités d'or gigantesques en conquérant la Dacie. En fait, les Daces l'avaient caché sous le fleuve Sargetia. Grâce à ces richesses et aux mines de Dacie en activité, les coffres romains sont de nouveau pleins. À en croire les chroniques, Rome récupère 220 tonnes d'or, 500 tonnes d'argent et 50 000 esclaves. Le butin en or et en argent que lui ont rapporté les guerres daces lui ont permis d'offrir à Rome un programme de construction d'une ampleur inédite. Trajan entreprend la construction d'un nouveau forum, le plus grand jamais construit. Malgré toute la splendeur de ce forum, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, hormis sa colonne. Mais c'est déjà beaucoup. Cet édifice impressionnant, connu sous le nom de colonne Trajane, présente un décor en bas-relief relatant les guerres daces, qui restituèrent sa gloire à Rome.
La colonne Trajane mesure une quarantaine de mètres et présente 155 différentes scènes inspirées des guerres daces. Ce n'est pas un récit point par point, bien entendu. On y trouve des scènes symboliques. On peut également voir des barbares de différentes sortes, leurs équipements, etc. Mais globalement, il est surtout question de la marche triomphale des Romains et leurs 2 victoires dans ces 2 guerres. La colonne est un ouvrage de propagande multifacette. Il montre à la fois le niveau technique atteint sous le règne de Trajan et les exploits militaires de Trajan. Le colossal butin de guerre de Trajan et ses prouesses militaires vont lui monter à la tête et attiser sa soif de pouvoir. Son règne est marqué du sceau de la conquête. Une décennie après les guerres daces, il entame à l'est une ambitieuse campagne contre la Parthie, région connue aujourd'hui sous le nom d'Irak. Pour autant que l'on sache, Trajan n'avait pas de raison stratégique précise pour entrer en guerre avec la Parthie. C'est probablement l'attitude belliciste qu'il partageait avec ses conseillers qui l'a amené à ce conflit. Trajan remporte les victoires qu'il escomptait, mais il a sous-estimé son adversaire. Les Parthes ont été terrassés par l'énorme machine militaire romaine. La facilité avec laquelle ils ont été vaincus les a laissés en état de choc. Mais durant l'année suivante, une énorme insurrection a eu lieu et ils ont tué ou chassé les garnisons romaines implantées dans leur pays. Ce n'est pas tout à fait semblable, mais il y a des ressemblances avec la situation rencontrée par les États-Unis en Irak. Vous prenez le pays avec une puissance militaire énorme, mais vous finissez avec une sédition généralisée. Trajan, désormais vieillissant et malade, se voyait conquérir le monde et devenir le nouvel Alexandre. Mais en l'an 117, il est clair que son rêve ne se réalisera pas. Ses plans d'expansion ont étiré Rome jusqu'à ses limites et en des terres hostiles. Dans ces étendues désertiques, tenir le terrain est extrêmement difficile. Trajan guerroyait en même temps au nord, au milieu et au sud. Et il s'est rendu compte qu'il avait trop éparpillé ses ressources. Finalement, sur ses vieux jours, Trajan bat en retraite et met un terme à sa campagne pour rentrer à Rome. Mais il mourra avant de l'atteindre. Dans la dernière année de sa vie, Trajan s'est trouvé dans une situation assez proche de celle que connaissent les États-Unis et leurs alliés. C'est la même région du monde, avec les mêmes défenses perméables, les mêmes frontières naturelles perméables, et le même désir de mener en peu de temps une guerre qui aurait dû en prendre beaucoup plus, avec un plan pour remporter la victoire militaire, mais pas de plan pour absorber le territoire et pour organiser ce territoire. Trajan est considéré comme l'un des plus grands empereurs, mais ses ambitions ne purent être atteintes. Le grand échec de la politique de Trajan apparaît juste après sa mort, lorsqu'Adrien se retire de la plupart des terres conquises par Trajan. Même la province de Dacie, si durement gagnée, est finalement abandonnée. Un empire est modelé par ses chefs. L'histoire voit Trajan et Domitien différemment. L'un comme un bon empereur, l'autre comme un mauvais. Mais en définitive, tous deux ont délaissé l'intérêt de Rome au profit de leur quête de gloire personnelle. Ils ne seront pas les seuls à emprunter cette voie périlleuse. Une voie qui finira par mener l'Empire à sa perte.